Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette interview dédiée à l'intelligence artificielle en santé. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour cette première interview le professeur Maxime Dougados qui va nous parler de l'intelligence artificielle et les indices composites. Professeur Maxime Dougados, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un indice composite? Alors, un indice composite, en fait, il faut se référer à ce quand on voit un patient, par exemple, qui a un rhumatisme inflammatoire, une polyarthrite, par exemple, une polyarthrite rhumatoïde, ben, soit vous prenez plusieurs informations côte à côte, vous les enregistrez dans votre cerveau, et votre cerveau va se faire une idée si le malade a une maladie active qui nécessite un traitement, oui ou non. Donc, votre cerveau va transformer en variable binaire, oui, non, maladie active, nécessitant un traitement, à partir de données qu'il aura mesurées et parfois des données qui ne sont pas binaires. Je prends un exemple. Souvent, les médecins disent, est-ce que vous êtes réveillé la nuit par des douleurs? Est-ce que vous êtes raide le matin? Oui, Est-ce que vous êtes gêné dans vos activités quotidiennes? Est-ce que maintenant je vais vous examiner et je regarde si vous avez mal quand je vous examine. Je regarde par ailleurs si vos articulations sont gonflées. Et enfin, je regarde un examen biologique comme la vitesse de sédimentation, la protéine C réactive. Donc, si vous m'avez bien suivi, j'ai collecté 5 à 7 mesures et toutes ces mesures évaluent ce qu'on appelle l'activité de la maladie. Donc, si un médecin est assez intelligent et connaît bien la maladie, c'est vrai qu'il peut se contacter de ces mesures individuelles, les enregistrer dans son cerveau et que son cerveau traduise maladie active nécessitant un traitement, maladie inactive. Mais pour, je dirais, premièrement, faciliter la tâche du médecin, mais également faciliter les discussions et les échanges qu'on peut avoir entre professionnels de santé et voir avec le malade, ben, on a pensé à réunir toutes ces informations en une seule mesure. C'est ce qu'on appelle un index composite. L'index composite, il peut se présenter soit sous forme d'une variable continue, de 0 à 7 par exemple, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on le dichotomise et on donne un seuil au-dessous duquel on va considérer que la maladie est inactive et au-dessus duquel la maladie est active. Parce qu'in fine, pour notre pratique, le plus important, c'est ça. Est-ce que la maladie est active, oui ou non? Ou est-ce que la maladie est en rémission, oui ou non? Donc, c'est une variable binaire. Alors, quelques exemples d'index composite, ben, c'est par exemple le DAS 28 CRP ou vitesse de sédimentation dans la polyarthrite rhumatoïde. Dans la spondyloarthrite axiale, c'est alors la recommandation, c'est soit d'utiliser le BASDAI avec la CRP, donc ça fait quand même deux mesures, et on essaie de les intégrer toutes les deux. Et le BASDAI en soi est un index composite puisqu'il y a 6 questions. Euh, Soit d'utiliser, et c'est la recommandation actuelle des sociétés scientifiques, d'utiliser l'ASDAS, Ankylosing Spondylitis Disease Activity Scale, avec aujourd'hui deux niveaux d'activité de la maladie, soit inférieur à 1,3, ça c'est la rémission, mais le plus souvent, ce qu'on vise, c'est ce qu'on appelle en anglais le low disease activity, l'activité faible de la maladie, avec un cut-off à 2,1. Alors j'insiste sur ces cut-offs. Pourquoi? Parce que dans le concept de treat to target, traiter jusqu'à la cible, généralement la recommandation, c'est de donner cette cible. Et cette cible, c'est une variable binaire, c'est maladie, activité acceptable, oui, non. Souvent, à l'heure actuelle, dans la spondyloarthrite, l'idée est de dire il faudrait un ASDAS inférieur à 2,1. Donc, c'est ce qu'il faut se souvenir dans la tête. Et le deuxième, dans la polyarthrite, c'est un DAS 28, vitesse de sédimentation, inférieur à 2,6. Voilà ce qu'est un index composite. très bien. Et alors, quel est le rôle, même si vous l'avez déjà dit dans la partie précédente, mais juste pour insister, quel serait le rôle de ces indices pour le suivi de nos malades en pratique quotidienne? Parce que souvent, on entend que ces indices sont bons pour les essais cliniques, pour les études, mais moi, à mon échelle individuelle, au niveau de mon cabinet ou de ma consultation, est-ce que j'ai vraiment un intérêt ou est-ce que j'apporte un plus à mon suivi, à mon malade en calculant ces indices?
ou est-ce que c'est purement des indices qui sont plutôt statistiques faits pour des études scientifiques ou autres? Alors ça, c'est une question qui est très, très, très importante et très intéressante. C'est que il semble qu'il y ait deux mondes. Bon, bien entendu, tout le monde va s'accorder que ces index composites, ils sont absolument indispensables pour mener des études de recherche clinique. C'est impossible aujourd'hui de publier dans la spondylarthrite ou dans la polyarthrite rhumatoïde sans avoir recours à ces indices composites. Donc ça, il n'y a pas de question là-dessus. Oui. Nos autorités de tutelle, en particulier américaine, la Food and Drug Administration, et européenne, l'European Medicine Agency, n'accordent des autorisations de mise sur le marché qu'à partir des données issues de ces indices composites. Donc ça ne se discute pas. La grande question, comme vous le soulignez, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'utilisation de ces indices composites en pratique quotidienne, en particulier avec des médecins qui ont l'habitude de ce que j'ai dit tout à l'heure, d'utiliser le réveil nocturne, le théorisage matinal, puis d'examiner comme ça les patients. Eh bien, le démontrer, ce n'est pas évident. Démontrer l'utilité d'un index composite en pratique quotidienne n'est pas évident. Personnellement, je les utilise, mais pourquoi je les utilise? Premièrement, presque comme la recherche clinique, c'est pour discuter plus facilement avec mes collègues. C'est-à-dire que si je mets dans un dossier, je peux très bien très vite dire, ben voilà, il a une maladie active parce qu'il a un ASDAS à 3,9. Ça va. Et mon collègue va tout de suite comprendre. Donc, ça facilite la discussion entre les professionnels de santé. Mais ça facilite également la discussion avec le patient. Parce qu'à l'heure actuelle, en tous les cas, dans ma pratique quotidienne, la notion de décision partagée, elle est très importante et surtout la notion de traitement à la cible. Traiter jusqu'à la cible sans avoir prévenu son patient qu'on allait le faire est impossible. Et aujourd'hui, discuter avec son patient de l'intérêt de poursuivre ou pas, vous prenez, je prends l'exemple, une femme de 45 ans souffre d'une polysynovite depuis 10 semaines. 10 semaines. Elle est vue en rhumatologie. Le rhumatologue, un peu de corticothérapie. La patiente revient 6 semaines après. Elle est un grand sourire. Elle dit merci docteur, vous êtes fantastique. J'ai plus aucune. Je suis parfaite. Sauf que quand vous l'examinez, cette malade, elle a 10 synovites et une CRP à 12 mg par litre. Et là, vous savez qu'elle n'est pas contrôlée. Oui. Et donc, vous avez envie d'intensifier le traitement. Si vous n'avez pas expliqué à cette malade à baseline, au moment où vous avez introduit la corticothérapie, que la corticothérapie, c'est très mauvais pour elle, mais il faut le faire pour une période très courte, et au moment où vous avez institué le méthotrexate, que vous voulez aller non seulement améliorer sa douleur, mais également l'activité de la maladie qui est définie par de l'inflammation objective, vous ne pourrez pas. Et la meilleure façon de faire, c'est à baseline, au tout début, d'apprendre aux malades ce qu'est une activité de la maladie, ce qu'est un index composite. Donc pour moi, c'est très important. Mais c'est vrai que, quand bien même que je dise que ce soit très important, l'implémentation, la pratique, la mise en pratique de ces index composites, il faut le reconnaître, est très faible. Je ne sais pas quelle année dans d'autres pays, mais je sais que dans mon pays, la mise en pratique, par exemple, de l'ASDAS en 2014 était de 0,9% des visites. C'est-à-dire que si vous prenez 100 visites chez un rhumatologue français pour spondyloarthrite, vous regardiez combien de fois il y avait dans le dossier du médecin écrit ASDAS égale temps, 0,9%. Bon, maintenant, c'est un peu augmenté, on doit être autour de 5 à 10%. Hein? Et ça veut dire que 90% n'utilisent pas les index composites. Hein? D'accord. Mais alors maintenant, et ça c'est un terrain de recherche très très important, c'est monter des études pour essayer d'avoir des arguments en faveur ou contre, mais enfin en tous les cas d'essayer de démontrer l'utilité d'un index composite en pratique quotidienne. Personnellement, c'est mon centre d'intérêt à l'heure actuelle, mais je dois reconnaître que ce n'est pas si facile que ça. Très bien. Alors, et comment pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait faciliter cette adhésion ou l'usage de ces indices en pratique courante en partant du principe qu'ils sont efficaces et qu'ils apportent
un plus dans le suivi du patient parce que d'emblée, on lui montre une cible thérapeutique et donc il est adhérent au projet dans sa globalité. L'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, comment elle pourrait s'implémenter et comment vous la voyez? Alors, dans le contexte des index composites qui nécessitent beaucoup de recueil finalement de questionnaires de patients, je n'en ai aucune idée. L'intelligence artificielle. En revanche, ce que je connais et ce que je suis confronté avec, c'est des nouveaux outils technologiques qu'on ne peut pas appeler intelligence artificielle, mais des nouveaux outils technologiques. L'idée était la suivante, du moins dans mon expérience personnelle, c'est que comme les médecins n'ont pas recours à ces échelles, par exemple l'ASDAS, le BASDAI, le DA, ben peut-être que ce qu'on peut faire, c'est sauter au-dessus du médecin et d'aller enseigner au malade de recueillir lui-même l'information. Et dans ces cas-là, vous avez deux objectifs en un, c'est-à-dire qu'en apprenant au malade, un, vous aurez l'information, et deux, vous aurez appris au malade, vous aurez éduqué le malade sur ce que c'est et pourquoi. Donc, et ça marche très bien. C'est très facile à faire. Dès lors que vous êtes un tout petit peu organisé, c'est très facile à faire. Ça prend un petit peu de temps au départ, soit par un médecin, soit par une infirmière. Et après, le malade aujourd'hui peut avoir plusieurs de nouveaux outils pour rentrer cette information. Alors, je rappelle ici l'outil qui est préconisé par la Société française de rhumatologie qui s'appelle e-boot et qui permet de vous déclarer, par exemple, comme souffrant de spondyloarthrite et vous pouvez, le malade peut rentrer des données concernant le BASDAI et l'ASDAS régulièrement. Donc, on a maintenant, non pas de l'intelligence artificielle, mais des outils technologiques qui facilitent le recueil de ces questionnaires et de ces indices composites par le patient lui-même. Ce qui me fait un tout petit peu peur pour l'avenir, et ça va augmenter. Et il y en aura d'autres. À l'heure actuelle, dans mon institution qui s'appelle l'Assistance publique hôpitaux de Paris, il y a un mouvement là-dessus où, quand le malade va recevoir sur son iPhone un rappel de sa consultation, on va lui demander également de remplir des questionnaires pour faciliter cette consultation. Et par exemple, le malade remplira le BASDAI et l'ASDAS, et quand le médecin va le voir en consultation, par exemple à l'hôpital Cochin ou à la Riboisière ou n'importe où, eh ben, dès que le médecin va ouvrir dans son logiciel métier le dossier du malade, il verra apparaître déjà l'information concernant le BASDA et l'ASDAS. Ça, je dirais ça va être facile. Toutes les études qu'on a faites jusqu'à présent, dans le cadre d'études multicentriques françaises, que ce soit Comedra, Cometspa, c'est des noms, c'est des acronymes des études qu'on a faites, pourquoi les patients ne continuaient pas à remplir ces données? La raison essentielle, c'est parce que les médecins n'entretenaient pas de discussion sur les résultats des questionnaires fournis par les patients. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que si, quand le malade arrive, il a rempli, par exemple, un BASDAI tous les mois, et le médecin le voit tous les 6 mois. Si le médecin ne commence pas la discussion, ah, mais tiens, regarde l'évolution, ben là, il y a 3 mois, vous aviez plus de BASDAI, moins de BASDAI. Une discussion montrant que le médecin s'intéresse aux données collectées par le patient. Ça marche très bien. Et le malade va continuer. En revanche, si le médecin ne demande rien, ne fait pas le premier pas, le malade ne le fait pas, lui, le premier pas. Et là, le malade va arrêter ses questionnaires. Donc, je suis très confiant dans la technologie. Et encore une fois, je suis un tout petit peu moins confiant sur mes collègues. Et des études qui avaient montré, on avait fait des études là-dessus, et je dois reconnaître que la femme, et la femme jeune, est plus apte à participer à ce genre d'initiative. Donc, comme en France, en tous les cas, le sexe ratio des rhumatologues est complètement bouleversé, et que donc on se dit que ben, l'avenir est rose, puisqu'on aura surtout des jeunes femmes. Merci pour votre réponse. Alors, juste pour revenir justement à cet aspect de l'adhérence, non pas du patient, mais du médecin à l'intérêt de ces outils, est-ce qu'il ne faudrait pas quelque part voir ces indices composites dans notre pratique rhumatologique comme un peu l'hémoglobine glyquée pour nos collègues endocrinos, où le patient sait que ça lui donne un suivi de sa maladie sur les 3 mois, le médecin la demande et le patient la réclame également. Et pour ce faire, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans des ateliers d'éducation thérapeutique ou autres, impliquer aussi bien le médecin, le patient et le professionnel pour vulgariser, entre guillemets, cette notion
d'usage d'outils standardisés dans le suivi des maladies chroniques, notamment rhumatologiques. Vous savez qu'on a commencé le concept de treat to target, de traiter jusqu'à la cible, en prenant deux exemples de nos collègues hypertensiologues et diabétologues, c'est-à-dire la mesure de la tension artérielle pour l'hypertension et la mesure de l'hémoglobine glycée pour le diabète. Mais une énorme différence entre nos indices composites en rhumatologie et ceux utilisés dans l'hypertension et le diabète, c'est que ni le malade ni le médecin ne peut être au courant du résultat de cet indice composite qui est l'hémoglobine glycée. Ils ont besoin, les deux, de regarder le résultat. Pour un indice composite comme le BASDAL ou l'ASDAS, le rhumatologue peut très bien se dire, oh, en disant comment allez-vous et en regardant la CRP, ça y est, j'ai une idée approximative, je n'ai pas besoin de l'ASDAS. C'est là où on a un souci, c'est-à-dire que quand bien même, oui, tous les rhumatologues, oui, sont très intelligents, oui, sont capables avec leur cerveau de faire des indices composites dans leur propre cerveau, peut-être que le recueil et le report, c'est-à-dire de mettre dans le dossier, d'écrire dans le dossier et dans tout courrier le résultat de l'ASDAS et du BASDAI a un intérêt. Alors en fait, quand je dis que c'est très difficile de le mettre à l'évidence, c'est pour savoir comment on pourrait imaginer une étude qui pourrait démontrer que les médecins qui remplissent et qui reportent l'indice composite a un effet bénéfique sur un outcome du patient. Alors, il y a des données, mais je ne sais pas si elles convaincront nos collègues. Il y a une étude en cours à l'heure actuelle en France sur la rétention du sécukinumab, donc un inhibiteur de l'interleukine 17, dans la spondyloarthrite. Donc, on calcule la probabilité d'être toujours sous traitement après un an. Et puis, on regarde après les facteurs prédictifs d'être toujours sous traitement après un an. On s'aperçoit qu'un des facteurs prédictifs les plus importants, c'est le fait d'avoir retrouvé dans le dossier du rhumatologue les scores de BASDAI ou d'ASDAS. C'est une étude qui a été faite par des techniciens d'essais cliniques qui sont par exemple venus dans votre cabinet, ont ouvert les dossiers, le malade sous sécukinumab, et puis ils ont reporté les observations. Donc, où vous avez collecté le BASDAI et l'ASDAS, où vous ne l'avez pas collecté. Eh bien, in fine, si on retrouve dans le dossier du rhumatologue des valeurs reportées d'ASDAS ou de BASDAI, alors le malade a plus de chances d'être toujours sous traitement après un an et de bien supporter le traitement. Ça pose question. Pourquoi Donc, on se dit que peut-être que celui qui est systématique, qui est un peu l'artisan, c'est-à-dire qu'il a sa checklist, il vérifie systématiquement avant de mettre en route un traitement ou poursuivre un malade, mais finalement, ça peut être un effet positif. Si on arrive à le confirmer, ce genre de choses, alors oui, ce serait logique que ça rentre non seulement dans les recommandations, mais dans ce qu'on appelle maintenant les standards de qualité. Très bien, merci. Merci beaucoup, professeur Dougados, pour cette interview autour des scores composites et leur usage à travers les outils technologiques. Nous serions ravis de répondre à vos questions et commentaires signant-le, que je transmettrai au professeur Dougados. Et donc à très vite pour une prochaine interview.